Coucou, moi c'est Alicia. Moi c'est Marion. Et moi c'est Pascal. Ensemble on a créé une coopérative d'habitants. Donc ici la particularité c'est que l'immeuble a été sorti de la spéculation immobilière et on a un statut particulier en tant que coopérateur, coopératrice. On est à la fois propriétaire et locataire. Et donc on a des espaces en commun en plus d'avoir notre appartement à chacun, chacune. Donc là on a la chambre d'amis du premier étage. Il y a 3 chambres d'amis ici. Là on est au premier. Hop. Plutôt que chacune ait une chambre d'amis dans son appartement. On a des chambres d'amis à partager en commun. Quand, par exemple, on a un proche qui vient, un frère, une sœur, un invité, voilà, des randonneurs, des associations qui veulent découvrir Abricop. Là, on a la buanderie. Et là, il y a Thomas, l'un des fondateurs d'Abricop, qui est en train de charger la machine. Dans cet espace, on a 4 machines à laver. Donc, pour mutualiser les coûts, en termes d'énergie, d'électricité. Je vais laisser mon sac devant la machine. Et si quelqu'un a besoin de la machine, une fois que la mienne a fini de tourner, bah, il a qu'à vider mon linge dans mon sac. Et puis après, ça libère la machine pour les suivants. C'est comme une voiture ou une perceuse, la plupart du temps c'est arrêté, quoi. Donc une machine à laver, effectivement, ici elle va être beaucoup plus productive, quoi. Elle va tourner beaucoup plus souvent. Ça évite d'en acheter avec l'empreinte écologique que ça représente 17 au lieu de 4, quoi. C'est même un avantage puisqu'on a de la place libérée dans nos logements, quoi. Le projet, il est vraiment né d'une initiative privée d'habitants de Toulouse qui n'étaient pas contents de leurs conditions de logement et qui avaient entendu parler de cette possibilité de partager l'habitat. Bienvenue, voilà, un appart parmi d'autres. Donc c'est un T4 pour une famille avec 2 chambres d'enfants ici, une chambre d'adultes là-bas. Un des intérêts d'être en coopérative d'habitants comme ça, c'est qu'on n'a pas eu à payer un promoteur au prix du marché non plus. On a eu besoin d'un partenaire professionnel, un bailleur social pour faire construire l'immeuble, ça c'est quand même un métier, mais on n'a pas eu à payer la marge importante qu'on aurait versée à un promoteur immobilier. Et le principe, c'est qu'on a mutualisé nos apports et chacun a mis du patrimoine dans l'affaire à hauteur de ce qu'il avait comme argent disponible. Et puis par contre, ce qu'on paye chaque mois dépend de nos revenus. On a toujours cherché à monter le projet comme ça, c'est-à-dire à pas avoir de sélection par l'argent. La particularité des coopératives d'habitants, c'est vraiment qu'on fait sortir un immeuble entier de la logique spéculative et des prix de marché. C'est des logements qui ne se revendront jamais, et la coopérative en reste propriétaire pour toujours. Et le principe, c'est que quand quelqu'un s'en va, on lui rembourse ses parts au prix qu'il les a payées, en tenant compte de l'inflation quand même, mais pas du prix du marché immobilier. Et ça permet du coup d'avoir des logements durablement abordables. Là, on a un local dans lequel il y a plusieurs étagères. Et on a reçu récemment des congélateurs. On a pensé investir dans ces congélateurs pour le commun. Hier soir, Véro m'a fait suivre une réponse de Marion. Ici, c'est la salle commune d'Abricop. Du coup, ça serait chouette de... Coucou Alicia. On est souvent dans cette salle pour les réunions, les rassemblements, les plénières, et aussi pour les temps informels comme des anniversaires, des apéros. On fonctionne par consentement, en fait, qui est un peu différent du consensus. Consensus, c'est en gros, on est tous d'accord. Le consentement, c'est que personne ne s'oppose à la décision qui est prise. Il n'y a pas de veto, on va dire. À partir du moment où on partage le même socle de valeurs et on a envie de faire vivre ce projet commun-là, ça se fait de manière assez fluide. Est-ce que ça crée pas justement des conflits, de débattre de tout décider collectivement ? Ça amène forcément à des échanges ou à avoir des avis qui peuvent s'opposer, se contredire. Et en même temps, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an, et j'ai été vraiment agréablement surprise de voir à quel point on a accordé de l'importance au positionnement de chacune. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 22-23 adultes et une douzaine d'enfants à vivre ici. Et on sait qu'on prend soin de ce bâtiment et de ce collectif pour les générations futures aussi. Du coup, je pense qu'il y a aussi une culture de ce bien commun qui nous dépasse, en fait. Et voilà ta terrasse où on peut faire des apéros l'été quand il fait super beau. J'ai conscience que les ressources deviennent de plus en plus rares et que, en tout cas pour moi, ça fait de moins en moins sens d'avoir une machine à laver, une voiture que je ne partage pas. Avant, je connaissais en fait un petit peu les écolieux en campagne. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une véritable surprise de découvrir ce type d'habitat participatif, de pouvoir partager des espaces, des moments et vraiment réfléchir ensemble à comment un habitat peut être plus résilient. Le son, il est beau quand il n'est pas très fort. Donc ce soir, on est là pour présenter le projet de coopérative d'habitants qu'on lance sur Dieu.
Petit rappel, en fait, ce projet, il est issu d'une rencontre qui se fait depuis plusieurs mois entre des sollicitations de résidents permanents qui sont pour de nouvelles formes d'habitat qui seraient plus collectives, plus participatives, plus solidaires et moins impactantes aussi sur l'habitat. On voit de plus en plus des écoquartiers, par exemple, arriver. On est confronté à une crise du logement. On a des prix qui rendent l'accession inabordable à l'IDIE actuellement et qui le seront de moins en moins abordables, on est sûr. Et on est, nous, côté commune, sur une recherche de solutions qui sont ambitieuses et abordables, ce qui veut dire qu'en fait, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, la crise du logement, on va faire des petites maisons, on va faire des containers pour loger les gens, les saisonniers, des choses comme ça, sauf que ça, c'est pas ambitieux, c'est pas une manière de loger les gens, donc on est plutôt à chercher d'autres choses plus qualitatives. On a une volonté de créer, d'accompagner des projets de résidence principale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de la résidence principale pérenne, qui reste pérenne, qui reste de la résidence principale sur le long terme et qui sorte du marché privé. Et on a, et voilà. Et donc, toutes ces cases-là, en fait, sont cochées par le statut des coopératives d'habitants, enfin, par le projet de coopérative d'habitants. On se retrouve sur une coopérative d'habitants avec ce qu'on vient de dire, où on propose une nouvelle forme d'habitat, on propose un habitat qui est plus participatif, plus collectif, plus solidaire. On sort du marché du privé, c'est-à-dire qu'on veut créer de l'habitat pérenne sur du long terme. On veut le rendre abordable aussi, et la coopérative, le fait de mutualiser, d'être sur un système participatif, on va avoir une intelligence collective, ce qui fait que normalement on devrait pouvoir avoir un habitat qui sera moins cher et dont les gens qui seront dans le projet vont définir leur habitat. C'est-à-dire qu'on est comme si j'achetais un terrain, je veux faire ma maison, c'est moi qui vais décider de ma maison. Donc on va faire la même chose en un habitat qui va rester d'une résidence principale à toute la vie, on va dire, du territoire. Donc sur les ambitions, on revoit proposer une alternative à la qualité, expérimenter un cadre juridique qui offre un autre rapport à la propriété. Donc on va être propriétaire mais sans l'être, et on va offrir aux habitants la possibilité d'être acteurs de leur cadre de vie. Ça, c'est les ambitions de ce projet. Donc ce soir, on va détailler un petit peu plus tout ça. Les acteurs du projet que je vais quand même vous présenter. À l'initiative du projet, on a l'association Les Enfants de Tempête, qui réfléchissent beaucoup sur le logement, et l'association est en train aussi de faire que les gens, des fois, plutôt que de venir voir la commune, vont aller plus facilement voir l'association, un collectif d'habitants, et qui va servir d'intermédiaire avec nous et de limite mettre en musique des projets tous ensemble. Donc on a la mairie de Dieu, on a ADCOP et l'éco-habitant, qui sont deux structures qui nous accompagnent déjà à créer la coopérative d'habitants. Donc on a Alia, qui est ici, qui vient de ADCOP, et Florence et l'éco-habitant. Donc ces deux structures ont été missionnées par la commune pour nous aider à définir le projet, et elles vont nous accompagner tout le long, toute la phase de conception du projet. Donc elles vont accompagner le groupe d'habitants qui créera la coopérative d'habitants. Je dis beaucoup habitants. Une petite parenthèse sur l'accompagnement. C'est une expérience qu'on va mener sur les lieux, c'est la première. Nous, on croit fortement que c'est une des solutions d'avenir pour la crise du logement, mais aussi sur de nouvelles formes d'habitation qui correspondent, je pense, à ce que de plus en plus de gens ont en tête sur habiter autrement. Et comme c'est la première et que c'est une structure aussi qu'on ne connaît pas sur les lieux, la commune a décidé de l'accompagner sur tout le projet. Donc on va l'accompagner physiquement en étant ici en forme de conseil, mais on va aussi l'accompagner financièrement. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des phases au départ où les gens, il y aura besoin de payer des choses, d'avancer des choses. La commune sera là aussi en attendant que le groupe soit arrivé à maturité, et donc qu'il soit obligé, là on amène des fonds. Mais au début, toute la première phase, il y aura accompagnement
on va dire, personnel, de compétences et accompagnement financier. Donc là, on revoit phase de conception qui va se faire du montage de la coopérative. Donc, il y aura du conseil d'accompagnement sur tout ce qui est structure, législatif, administratif, sélection de la maîtrise d'œuvre, conception architecturale, recherche de financement, parce que c'est pareil, il y a encore beaucoup de banques qui ne connaissent pas les coopératives d'habitants. Donc la commune sera avec le collectif pour aller rassurer aussi les banquiers et voir si à un moment donné il pourrait faire frein ou blocage pour essayer de débloquer tout ça. Et on ira jusqu'au suivi de chantier. Donc on va vous présenter le terrain. C'est Elisa qui va vous présenter le terrain. C'est un terrain communal que la commune a acquis récemment qui va être mis à disposition sous des modalités qu'on vous présentera après à la coopérative et donc à un groupe d'habitants. Ce terrain il se situe rue de Gatine. Donc c'est dans le port Joinville, c'est à 1 km du port. C'est situé dans la rue de Gatine, c'est un quartier qui est plutôt résidentiel et qui est situé à proximité des écoles, du complexe sportif, de la citadelle. Donc là sur la carte, on ne voit pas forcément très bien, mais il est situé entre deux axes que sont la rue Jean-Yeul qui est ici et la rue Clémenceau qui est ici. Donc c'est une rue perpendiculaire assez longue. C'est une rue qui est plutôt apaisée en termes de circulation. C'est une rue à sens unique plutôt calme dans ce quartier entre ces deux artères. Là, ce que je peux dire là. Sur le terrain, on va proprement parler, donc on est sur un terrain de 2200 m², qui a une emprise au sol constructible de 70%, donc ça laisse une constructibilité possible jusqu'à 1540 m². En termes de type d'habitation qui peuvent être créées sur ce terrain, on est sur des habitations qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres, donc on est plutôt sur de l'individuel. L'idée sur ce terrain, c'est d'avoir soit des maisons individuelles, soit des maisons individuelles mais mitoyennes, donc ça restera dans le tissu urbain, ça s'intégrera bien dans le tissu urbain environnant. Et voilà, comme tout logement, ça devra respecter les règles du PLU de Lille, donc à savoir des maisons avec enduit blanche, avec un toit en fait de pente, ça s'intégrera dans le quartier environnant. Du coup, au vu de la surface, il y a un potentiel donc, de 5 à 12 logements, donc c'est assez large comme échelle. Après, ça dépendra vraiment du groupe d'habitants qui va se positionner sur le terrain et de la faisabilité financière qui va être faite dans le cadre de ce projet, la définition du nombre de logements. Donc, après, ce qu'on peut préciser, c'est que là, il y a ce terrain qui est en long, donc c'est un terrain de 90 mètres sur 25 mètres, et la partie mitoyenne qui est ici aussi un terrain communal sur lequel à terme il y aura d'autres projets. Donc, voilà un petit peu dans le détail. On peut voir ici quelques photos du terrain. Donc on est sur un terrain plutôt plat avec une pente très légère vers le nord du terrain. On a un terrain qui est arboré avec un certain nombre de grands arbres qui sont à préserver dans la mesure du possible ou à remplacer s'ils sont abattus dans le cadre du projet. Voilà, et on voit qu'on a un tissu urbain un peu autour qui est assez diffus avec quelques habitations, mais assez aéré en termes d'espace environnant. Donc là, on est orienté nord-sud, donc on a une bonne orientation aussi. On a plusieurs possibilités d'orientation au niveau des maisons qui se situent sur le terrain. En termes de mise à disposition, donc le principe c'est que la commune va mettre à disposition ce terrain à la coopérative et au groupe d'habitants pour que le groupe d'habitants conçoive son projet sur ce terrain. L'idée c'est qu'il restera malgré tout propriété de la commune, donc ce sera un bail de longue durée qui sera proposé à la coopérative d'habitants, donc contre un loyer qui sera un loyer raisonnable pour ne pas bloquer, pour accompagner la montée du projet. Donc le loyer n'est pas encore défini, il sera défini au fil du projet pour coller au plus possible
à la création de la coopérative. Donc ce sera dans un cadre d'un bail. Ce bail longue durée, donc qui est un modèle de bail amphithéotique, permet au groupe d'habitants de jouir et de disposer librement du bien, comme s'ils en étaient propriétaires. Ils peuvent construire dessus de la même manière. L'avantage pour la coopérative, c'est de ne pas avoir à acquérir le foncier dès le départ, et du coup ça allège le coût du projet pour la coopérative. Et pour la commune, l'autre avantage, nous, ça nous permet aussi de contrôler l'affectation du terrain. On nous garantit que ça reste une résidence principale à long terme. Et ça nous garantit l'approche antispéculative à long terme aussi, parce qu'on reste propriétaire du foncier et de la valeur du sol sur ce terrain. Donc ça rentre dans la philosophie de la commune de garantir la résidence principale et la démarche antispéculative à long terme. Voilà, sur le terrain, est-ce qu'il y a des questions sur le site qui a été orienté par la commune, des questions plus techniques? Est-ce qu'on a accès à l'eau? Il n'y a pas de puits sur le terrain, il n'y a pas d'accès au niveau d'accès à l'eau sur le terrain, non. Après, il y a tous les réseaux qui sont sur eux ou juste à côté, mais sur le terrain en tant que tel, il n'y a pas de puits. Il est dans quelle zone au PLU? Il est en zone UD. C'est quoi? C'est quoi UD? Dans le PLU, c'est ce qui définit la constructibilité des différents... Les règles de construction sur la commune. Et la zone UD, c'est une zone urbaine. C'est pas la zone d'hypercentre que le secteur historique de Port-Joinville, c'est des extensions du centre de Port-Joinville. Mais qu'est-ce que ça change que ce soit UD? Alors, en fait, en fonction des secteurs, la constructibilité n'est pas la même. Par exemple, pour Port-Joinville, on peut construire peut-être sur la totalité des parcelles. Là, on peut construire que 60 sur 70% de la parcelle. Selon les secteurs, on peut faire un étage, d'autres, on ne peut pas le faire. C'est une place de stationnement par logement? Agnès, je peux peut-être répondre à cette question. Pardon? Sur la place de stationnement par C'est une place par logement, une place de stationnement par logement? Alors, en fait, là-dessus, non, parce qu'en fait, c'est la coopérative, comme c'est des gens qui vont construire leur habitat, ça va être aussi à eux de décider. Mais le but d'une coopérative, c'est pas de refaire un lotissement. C'est pas de faire 10 résidences principales avec une route goudronnée qui dessert les 10 logements et 10 places de parking. En fait, là, à ce moment-là, on fait un lotissement. Je veux dire au règlement du PLU. Ah oui. C'est une place par logement. C'est une place par 60 mètres carrés de logement. Donc là, a priori, s'il y a 10 logements de 80 mètres carrés, ça fait une douzaine de places de stationnement sur un terrain qui est vachement étroit, donc des problèmes d'accès. Enfin, c'est une contrainte assez forte. Si ça sera potentiellement une place, mais après, il faudra voir, je ne saurais pas dire dans le détail au niveau de l'urbanisme, comment on utilise les places comme les logements sont. Aussi, la loi permet d'avoir des dérogations depuis 2019. Si dans le cadre de l'habitat, ça peut justifier qu'il y ait moins de places de stationnement. Donc là, c'est aussi, on va revenir sur cette définition-là en fonction du groupe d'habitants, de leur projet, de comment on articule ça au foncier qui est autour, comment ils vont s'organiser pour les voitures, etc. Donc effectivement, le PLU donne vraiment un cadre, mais la loi nous permet d'avoir quelques dérogations par rapport au PLU. Donc ça, c'est aussi à construire, à préciser par la suite. Et il s'est raccordé au tout à l'écoute. Le tout à l'égout arrive sur la rue, donc les réseaux sont sur la rue. Les différents réseaux arrivent sur la rue Gatine. Il y a quelques extensions à prévoir pour l'électricité qui arrive un peu sur la parcelle Gatine, mais le reste tout est sur la rue Gatine. Est-ce qu'il est obligé d'utiliser les réseaux pour ça ou c'est possible de faire une autre opération? Là, comme les réseaux, il y a des assainissement sur rue, il y a l'obligation de se raccorder à l'assainissement sur rue. On parle des coopératives d'habitants, on va entrer un peu plus dans la présentation, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitants.
Le petit film de 5 minutes a présenté une coopérative qui est à Toulouse, qui donne les grandes lignes de qu'est-ce que c'est qu'une coopérative, mais ça reste une coopérative urbaine, donc elle est un peu aussi, qui va être un peu différente d'une coopérative ici sur l'île-Dieu. Mais les caractéristiques principales d'une coopérative d'habitants sont en fait, déjà pour comprendre comment elle se situe la coopérative d'habitants, il y a deux grands mouvements. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler du mouvement de l'habitat participatif. Le mouvement de l'habitat participatif se reconnaît par 3 caractéristiques. La première, c'est la participation des habitants dans la conception et la définition de leur cadre de vie, de leur projet d'habitat. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est la mutualisation d'espace. Donc on va penser une mutualisation collective. Et la troisième, c'est la gestion de ce cadre de vie collectivement entre habitants. Ça, c'est ce qui définit l'habitat participatif. Le mouvement coopératif, lui, c'est un mouvement beaucoup plus ancien, parce que l'habitat participatif, ça date vraiment depuis les années 2000. Mais le mouvement de coopérative, lui, il remonte historiquement beaucoup plus ancien, il vient du 19e siècle. Et là, l'idée, c'est vraiment comment des personnes s'auto-organisent ensemble pour répondre à des besoins. Donc on peut trouver des coopératives dans tous les domaines, des activités humaines, des coopératives de production, des coopératives de consommation, c'est-à-dire des supermarchés, des banques, etc. coopératives. Et en fait, l'idée du mouvement coopératif, c'est la question, c'est démocratie, adhésion libre, c'est comment on va en fait, comment on va créer les conditions ensemble pour répondre à ce besoin-là. Donc, dans le cadre de la coopérative, qui est à l'intersection de ces deux mouvements-là, c'est les groupes d'habitants, les futurs habitants vont créer leur société coopérative et qui va, à travers elle, qui va concevoir le projet et après le gérer. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc la première chose, c'est vraiment, et c'est un peu le cœur de ce projet-là, c'est les habitants. Parce que dans une coopérative d'habitants, sans les habitants, ça s'appelle coopérative d'habitants et on va parler beaucoup d'habitants, sans les habitants, on ne peut pas faire. Donc c'est vraiment presque le point de départ de la réflexion. Parce que c'est eux qui vont être à l'origine de la conception de leur projet, de qu'est-ce qu'ils veulent mettre dedans, comment on va le définir, etc. Donc ça, c'est... et cette participation peut aller de la définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Après, ça peut être comment on va concevoir, donc on va participer à la conception aussi avec l'architecte, etc. Et dans certaines coopératives, ça peut aller jusqu'à l'autoconstruction. Donc vraiment, la participation, c'est en fonction de chaque projet, on peut participer plus ou moins. Après, il y a la question aussi centrale, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la mutualisation. Et là, c'est aussi cette mutualisation, ça dépend des projets. Elle peut aller à mutualiser les buanderies, parce que voilà, c'est-à-dire chacun a sa machine à laver aujourd'hui, c'est beaucoup. On mutualise la buanderie par exemple. Mais ça peut être aussi comme à Bricop, avoir une salle commune où on peut avoir des activités ensemble, des chambres d'amis si on a besoin de recevoir des personnes. Ça peut aller aussi, des fois, à mutualiser les véhicules, parce que c'est dire on n'a pas besoin chacun de sa voiture. Donc vraiment cette mutualisation, ça dépend du projet collectif, comment on se situe dans cette mutualisation-là. Après, c'est souvent dans la coopérative, et ça va se résumer sur ces 3 gros points, on appelle ça une propriété collective. C'est-à-dire les habitants sont sociétaires de la coopérative. Ils détiennent des parts sociales dans une coopérative, comme ça ils deviennent gestionnaires de cette coopérative-là. Ils sont, donc c'est la coopérative qui est propriétaire des logements, et les personnes
vont être locataires. Donc dans une coopérative, quand on est dans la coopérative, on est à la fois propriétaire et locataire. On a des doubles casquettes et c'est toujours entre les deux qu'on va se positionner. Enfin, la question de la gestion démocratique, qui est au cœur aussi de tout le mouvement coopératif. Qu'est-ce qu'on entend par gestion démocratique? C'est qu'une personne égale une voix. Peu importe ce qu'on amène en termes d'argent dans le projet, peu importe les mètres carrés qu'on va occuper, c'est une personne égale une voix. Et les décisions se prennent de cette manière-là. Généralement, dans les projets coopératifs, on va aller vers le consensus ou le consentement. C'est-à-dire où personne n'est contre, où personne ne s'oppose à l'idée. Donc voilà, on va aller dans ces choix-là. Consensus, consentement, vous pouvez préciser? C'était dit dans le film. Oui, le consensus, tout le monde dit oui. Pour prendre une décision, tout le monde doit dire oui. C'est l'unanimité, c'est le consensus. Okay. Le consentement, c'est que personne ne s'oppose. Des fois, moi, je ne suis pas forcément oui, mais juste je ne m'oppose pas. Donc voilà, ça permet... Pardon ? Ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Donc beaucoup de projets sont là. J'ai dit au départ. Oui. C'est ça aussi, comment les gens vont prendre leurs décisions. C'est toute une discussion qui est faite en amont et généralement c'est une prise de décision par consentement dans la majorité du groupe, mais il y a des groupes qui vont décider que par consensus. Ça aussi, ça se définit et des fois il y a des règles qui sont prévues à être prises par consentement et d'autres règles par consensus. Tout ça, c'est le groupe encore qui définit ses propres règles de décision. La seule chose qui bouge pas, c'est le fait qu'une personne égale une voix. Il n'y a personne qui peut venir dire « Ah, moi j'ai plus de voix parce que j'ai ramené plus d'argent » ou « Moi j'ai plus de voix parce que je m'occupe ce logement-là ». Ça, c'est la seule chose qu'on peut pas avoir. S'il y a certaines personnes qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Ben, tout le monde doit être d'accord. Non, parce que là, du coup, si tout le monde est d'accord, on va vers une décision consensuelle. Oui, mais c'est rare que tout le monde soit d'accord, donc si jamais tout le monde n'est pas d'accord. Si on est dans une prise de décision collective en recherchant le consentement, on cherche à construire une décision qui correspond à tout le monde, en composant avec la complexité de chacun de nous. Et ça veut dire que ça nécessite un peu plus de temps, mais c'est pour construire l'unité plutôt que de préférer, l'unanimité. Du coup, on évite les frustrations et on construit avec ce qui fait nos différences à chacun. Donc ça va enrichir la proposition du départ et ça va stabiliser la décision finale et ça va surtout permettre à la décision finale d'être incarnée par tout à chacun parce que tout le monde aura contribué à renforcer cette proposition. Mais ça, ce sont des choses de toute façon qu'on aborde lorsqu'on travaille avec des collectifs et on y reviendra. Et aussi, le troisième point qui est très important dans la coopérative, c'est la question de l'anti-spéculatif. Qu'est-ce qu'on entend par anti-spéculatif ? En fait, le mécanisme, c'est que la coopérative permet de sortir le bien immobilier du marché. On le déconnecte complètement du marché immobilier. Donc, ça, la valeur de l'argent qu'on va mettre, si on part sur l'argent qu'on récupère, etc., il est toujours lié à la valeur initiale de la construction du projet, en fait, ce qu'on appelle la valeur nominale, indexée à l'inflation, parce que voilà, les 20 000 euros d'il y a 10 ans, c'est pas les 20 000 euros d'aujourd'hui, donc liés à l'inflation, mais on va pas faire une spéculation liée au marché. Si le marché a flambé de 200% en 2 ans, ça n'impacte pas. Donc ça permet vraiment un modèle de réfléchir, en tout cas de travailler cette question de la non-spéculation. Donc techniquement, comment ça va se faire ? Les personnes, donc le futur groupe d'habitants, vont monter une société coopérative.
Et pour monter cette société coopérative, pour que cette société puisse construire, on a besoin de lui ramener de l'argent. Chacun va amener de ce qu'il peut d'argent dans cette société pour constituer un apport suffisant pour pouvoir aller après chercher d'autres financements, notamment des financements bancaires. Et comme ça, en ramenant ces apports, on prend des parts sociales et on devient coopérateur ou coopératrice. Quand la coopérative a pu récolter l'argent suffisant pour construire, derrière, les personnes, en habitant, la coopérative va avoir beaucoup de dépenses mensuellement, notamment les dépenses des remboursements des emprunts, s'il y en a, des taxes et des impôts, toutes les charges d'entretien, etc. Donc toutes les dépenses que d'habitude un propriétaire individuel va payer, la coopérative va aussi les payer, la taxe foncière, etc. Et pour avoir cet argent, elle va demander à ses habitants, donc ses coopérateurs, de verser ce qu'on appelle une redevance. Cette redevance, elle est composée de deux parties. Une partie loyer, qui est pour le coopérateur, pour l'habitant, c'est un fonds perdu qu'il ne va pas récupérer. Et une partie, c'est de l'épargne, que le jour où la personne part, c'est de la somme qui lui revient. Donc voilà, c'est pour ça aussi on est toujours entre la location et la propriété. On récupère une partie, mais il y a une partie qui part aussi, ce que moi j'appelle un fonds perdu, c'est-à-dire on ne le récupère pas quand on part. Donc ça, c'est vraiment la grande mécanisme très simplifié de comment fonctionne une coopérative. Donc pour récapituler un peu, les principes fondamentaux, c'est la propriété collective. On est tous un peu propriétaires collectivement de cette société qui gère le bien immobilier. La démocratie, une personne égale une voix en essayant d'aller vers le consensus et le consentement. La déconnexion des marchés immobiliers. En cas de départ, on récupère que l'apport et la fraction petite de la redevance. C'est la conception électrique par les habitants et les habitantes. Il y a de la mutualisation d'espace ou d'équipement et une autogestion des parties collectives et de tout le secteur immobilier. Donc ça, c'est les grandes idées de la coopérative d'habitants. En France, vous n'avez peut-être pas entendu beaucoup de la coopérative d'habitants, mais dans plein de pays, ça existe depuis longtemps et il y a beaucoup de coopératives. Par exemple, 23% du parc immobilier de Zurich est en coopérative d'habitants. 40% à Oslo, en Norvège. 6% du parc immobilier en Allemagne. Donc vraiment, c'est un modèle que dans plein de pays européens, et pas que, parce qu'au Canada aussi, c'est beaucoup de coopératives d'habitants. En Uruguay aussi, donc il y a plein de pays où c'est un modèle qui existe et qui est très très présent. Mais en France, c'est un modèle historiquement était présent. On l'a perdu à un moment. Et depuis les années 2000, on commence à le retrouver. Et du coup, aujourd'hui, on peut compter une trentaine de coopératives en fonctionnement, c'est-à-dire qui sont déjà habitées, etc., que le projet a abouti en France. Et il y a plus de 80 projets qui sont en réflexion, en gestation, en chantier, etc. Donc en cours de développement. Donc voilà pour les grandes lignes sur la coopérative d'habitants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me pose la question par rapport à ce que vous dites. Ce sont des maisons individuelles. J'ai du mal à voir comment ça peut être transposé, ce genre de projet, transposé dans des maisons individuelles. Je l'ai connu dans des immeubles, et là, les maisons individuelles, ça veut dire quoi où sera l'espace collectif L'espace collectif, ça peut être, par exemple, ça peut être, quand on dit des maisons individuelles, elles peuvent être, par exemple, comme ça. Et le jardin, il est collectif. Il peut y avoir à côté d'une des maisons, ou peut-être une autre petite maison collective, qui est complètement avec tous les espaces collectifs qui sont en une maison indépendante. Donc en fait, la forme architecturale,
n'est pas complètement lié à la forme de la propriété et de la gestion. Après, encore une fois, plus on regroupe les maisons, plus ça a d'autres intérêts, mais en tout cas, c'est pas lié forcément à la forme de la propriété. Il peut y avoir même des coopératives, des fois, qui ont deux il y a certaines coopératives qui ont deux logements qui sont pas du tout, ou qui sont même pas sur le même terrain. On peut envisager une coopérative qui a 3 logements qui sont pas sur le même terrain, mais ils ont un espace mutualisé quelque part. Donc ça, c'est pas complètement lié. Ce qui fait la particularité en fait d'un projet d'habitat participatif et coopératif, c'est pas tant la forme architecturale, hein, c'est pas tant le projet immobilier, même si on va avoir la mutualisation d'espace, ça va être le projet collectif surtout. Et le mode de prise de gouvernance, enfin le mode de gouvernance, comment on prend ses décisions, comment on s'organise, la vision que le collectif va mettre en mots. L'identité du collectif, elle va d'abord se construire au travers d'ambitions et de valeurs partagées, d'intentions partagées. C'est ça qui va créer la force d'un collectif et qui va faire en sorte que l'esprit et la philosophie du projet vont se pérenniser, plus que la forme architecturale, finalement. Donc, on peut retrouver des maisons individuelles, on peut retrouver des maisons individuelles groupées, on pourrait aussi trouver la maison imbriquée ou de l'habitat intermédiaire. Voilà, des logements qui se superposent. Peu importe, ce qui va être mis en avant, c'est ce que vous allez faire ensemble. Voilà, c'est ce petit projet de village, en fait, de micro-quartier, qui va mettre en avant la coopération. Oui, j'entends. Voilà. J'entends, mais pour moi, c'est un peu une maison individuelle. Fatalement, ça induit moins de vie collective, moi je trouve. Mais pour l'instant, c'est pas dessiné que c'est des maisons individuelles. Hein. Oui, non, parce que de toute façon, on ne peut pas construire des immeubles. Oui, mais ça peut être des maisons aussi collées, mitoyennes. Ouais. C'est-à-dire là, la forme, il n'y a pas de forme architecturale définie. C'est juste, on connaît la hauteur qu'on ne peut pas dépasser. C'est ça les règles qu'on connaît, qui sont fixées par le PLU. Le reste, c'est au groupe d'habitants de le définir. Après, l'espace commun n'est pas forcément bâti non plus. Non. En théorie. Non. Exactement. Non plus. C'est aussi. Et la hauteur de 4 mètres, ici au règlement du PLU, c'est 4 mètres au fêtage, 4 mètres à l'égout. Ça permet de faire du R+1. Généralement, c'est à l'égout. C'est 4 mètres au fêtage. En fait, donc il n'y a pas de R+1. C'est pas la hauteur du PLU, parce que le PLU permet un étage sur la moitié de la maison. Le 4 mètres, ça correspond à tous les permis de construire qui ont été autorisés sur le secteur et ce qui est autorisé par le sémaphore, dans le cadre du sémaphore. Il y a le sémaphore qui est sur l'île et c'est l'amiral qui ne peut pas faire plus de 4 mètres sur ce secteur. Moi, j'ai une question quand vous dites participer à la construction. C'est aider l'architecte à lui dire ce qu'on a envie ou c'est nous-mêmes participer à construire? Alors là, ça dépend. Déjà, la première chose, c'est vous allez définir ce que vous voulez construire et effectivement définir les grandes lignes que vous voulez que l'architecte pense dans ses plans pour que ça soit, pour que ça corresponde à vos besoins. Donc c'est ça la participation à la conception. Mais certains projets, ils vont jusqu'à eux-mêmes construire. C'est-à-dire faire de l'autoconstruction. Il y a l'année dernière, je pense à Lisieux, il y avait une réunion publique où il y avait un groupe qui s'appelle Casanoé qui sont venus témoigner et eux, ils font complètement de leur autoréhabilitation. C'est eux-mêmes qui font les travaux. Donc ceux qui vont participer au quartier peuvent construire. S'ils sont dans le domaine, peuvent participer à la construction. Ça peut physiquement, quoi. Ça peut être un choix. Ça peut être un choix. C'est-à-dire là, on a toute la pêle-mêle entre donner ce qu'on appelle un cahier des charges à un architecte, dire moi je veux ça, 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 on veut ça, 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 et voir avec lui l'évolution du projet. Mais ça peut aller jusqu'à aussi soi-même
construire. Donc on n'est pas obligé, enfin si c'est possible, les entrepreneurs, il n'y a pas d'obligation d'avoir un entrepreneur. Pour des questions d'assurance, à un moment, même s'il y a de l'autoconstruction, il va y avoir de l'autoconstruction encadrée. Oui. Mais c'est possible, l'autoconstruction encadrée. Si on a du métier, s'il y a des gens qui sont dans le quartier et qui sont du métier, est-ce qu'ils peuvent participer ou est-ce qu'il faut forcément amener un entrepreneur qui va creuser la tranchée, monter les parcours? On va le voir tout à l'heure, mais l'objectif, ce sera de pouvoir définir un projet commun avec vos futurs voisins. Donc, si quelques-uns veulent autoconstruire, mais que d'autres ne sont pas dans la capacité de le faire, ça peut être, il peut y avoir des orientations, mais en tout cas, il faudra pouvoir l'écrire dans un cahier des charges. Et pour savoir si vous allez demain faire appel à un architecte ou pas, parce qu'effectivement, si vous construisez que des maisons individuelles, peut-être qu'il n'y aura pas forcément besoin d'un architecte, même si c'est préconisé, parce que, voilà, pour avoir un respect de tous les règlements, de toutes les règles techniques. Mais voilà, en tout cas, l'enjeu du cahier des charges, il va être déterminant. Et ce cahier des charges, il sera à construire avec vos futurs voisins. Et on va le voir. C'est-à-dire, pour toutes les questions, il y a vraiment une grande amplitude. Comment le curseur, où ça va se positionner, c'est pas nous qui allons vous le dire, c'est le groupe qui va le décider. Après, il va le décider selon ses envies, mais ça, il peut aussi devoir le décider en fonction des questions financières, des questions, en fait, dans un projet immobilier, à un moment, il va y avoir plein d'enjeux, et des fois, c'est ces enjeux-là qui vont faire que le groupe décide ça ou ça. Donc, mais ça, aujourd'hui, on n'a pas tous les paramètres pour pouvoir aller vers ça. C'est possible. Là, c'est possible, il n'y a rien qui l'empêcherait. C'est pour ça que c'est aussi pour ça que nous, on sera là à la commune et qu'il y aura les deux structures qui seront là pour accompagner. Parce qu'en fait, à un moment donné, coopérative qui va construire, et donc on ne peut pas décider tout seul, donc on décide tous de ce que va pouvoir faire la coopérative finalement. Et donc, si on veut faire une maison tout seul, on va voir l'architecte. L'architecte, on dit vous me rajoutez une pièce, puis on va faire un devis, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas les sous, on enlève la pièce. Là, ça veut dire qu'il va faire la même chose, mais à l'échelle d'un quartier, avec une coopérative. Si je pose des parents devant une maison, elle pourra toutes les maisons. J'ai pas la réponse à tout ça, si ce n'est qu'en fait, c'est là où il va falloir. Parce qu'en fait, par exemple, on peut se dire sur les communs, tiens, ce serait sympa d'avoir. Plutôt que d'avoir, si on a 10 ménages, plutôt que d'avoir 10 garages pour bricoler, pourquoi pas en faire un plus grand et bien mieux que 10 petits, quoi. Et ça coûtera moins cher à tout le monde d'avoir un seul garage, peut-être un dortoir pour recevoir des amis, plutôt que d'avoir 10 chambres d'amis, quoi. Et tout ça, en fait, à chaque fois que les gens vont discuter en disant on pourrait faire ci, faire ça, etc., en fait, le prix, il va faire que ça, quoi. Et après, à chacun, il faudra que les 10 soient capables, s'il y a 10, sachent où il va pour savoir si lui il est capable de rentrer dans le projet. C'est là où l'accompagnement, on va vraiment être là pour vous aider, pour savoir... C'était ma question. C'était des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de débattre ensemble, les modalités de prise de décision qui sont quand même assez complexes, puisque s'étale dans le temps, elle porte sur des sujets divers. Et aussi faisant appel à des volontés ou des compétences. Oui, puis avec des gens qui ont eu des vies différentes. Qui va piloter tout ça, qui va être l'animateur de réunion. C'est qui? C'est nous. Mais vous êtes peut-être pas de la commune de Oui, nous on sera là, oui. Mais nous, c'est pas nous qui allons animer et faire vivre le groupe. Nous, on fournit le terrain déjà. Vous êtes élu? Oui, alors. Oui, je suis élu. Non, je ne savais pas que vous étiez. Oui, mais là, il n'y a pas de souci. Mais donc l'accompagnement, il va être là. L'accompagnement, il va se faire par une personne qui va assister, ou deux personnes qui vont assister à toutes les réunions. On va revenir sur le rôle peut-être. Vous allez venir sur les deux réunions. C'est pour ça
ça que la commune a voulu mettre vraiment les moyens et pas dire bon ben voilà, on a un terrain, on fait un appel à candidature, limite comme c'est notre terrain, on décide qui les règles, et puis une fois qu'il y a 10 personnes, et puis bah, allez-y. Comme c'est la première fois à l'Île-Dieu et que c'est nouveau pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour vous, en fait on s'est dit il faut mettre les moyens pour qu'on réussisse cette première expérience, parce qu'on pense que c'est un enjeu d'avenir pour ici, et après on saura dupliquer parce qu'on l'aura fait une fois. Quoi. Et c'est pour ça que les gens ne seront pas seuls. Par contre, ça ne veut pas dire, et je finis juste là-dessus, par rapport à la position de la commune, là en fait, comme on missionne des spécialistes, c'est eux qui vont animer, c'est-à-dire que nous, la commune, on ne veut pas s'immiscer dans la vie des gens, dans, je sais pas moi, les revenus des gens, les difficultés financières des uns et des autres. Nous, on n'a pas à savoir ça, par exemple. Mais on veut mettre en œuvre pour que ça marche. Quoi. Est-ce qu'il y a un process avec des règles pour pouvoir se projeter? Est-ce qu'on peut dire que ça peut durer 10 ans? On va le voir tout de suite dans la séquence qui a juste sur la partie redevance, ce qu'on paye mensuellement. Vous avez parlé d'un loyer, mais aussi d'une part d'épargne. Qu'est-ce qui est fait avec l'épargne et quelle est à peu près la part de chaque sur cette épargne? Alors là aussi, encore une fois, et ça c'est vraiment l'outil, en fait la coopérative c'est aussi un outil qui nous permet de répondre aux attendus en fait, de la commune et du projet collectif. Dans les projets coopératifs, l'idée c'est que cette redevance, en fait, en tout cas toute la partie permet en fait, qu'elle soit accessible, parce que si les foyers ne peuvent pas payer un certain loyer, ça ne sert à rien. Donc en fait, l'idée c'est que cette redevance soit accessible. Donc ça c'est la base. Qu'elle permet aussi de pouvoir financer tout le projet, donc toutes les attentes. Donc on va jouer un tout petit peu, c'est comme si un curseur, on va le monter, le descendre tout au long pour équilibrer le projet. Après, sur la partie laquelle et laquelle, ça c'est aussi, il y a une marge de manœuvre et c'est chaque groupe qui va la situer en fonction de plein d'enjeux. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail parce que là aujourd'hui c'est vraiment très très technique, mais pour les personnes qui souhaitent connaître un peu plus, qui vont entrer dans cette aventure-là, vous allez le maîtriser dans quelques temps, donc c'est pas non plus très très compliqué. Mais il y a cette partie épargne, on va dire, ça dépend de projet, c'est entre des fois de 0 à 30% de la montante de la redevance. Et en fait, plus elle est importante, plus même c'est toute une philosophie de projet que lorsqu'elle est à 0. Donc on n'est pas sur les mêmes... En gros, plus un projet, il a, dans la redevance, la partie épargnée est faible, plus ça consolide le projet collectif et la société coopérative, ça la consolide. Plus mais la personne ne va pas épargner. Plus l'épargne est importante, plus ça affaiblit un tout petit peu la partie collective du projet, la société, mais pour le coup, les personnes épargnent plus. Donc cette justesse-là va se dessiner en fonction aussi de chaque projet et de chaque collectif, comment il va positionner ce curseur-là. Sur le dessin ici, sur le bas, la partie épargne, elle est où? C'est là, j'ai mis ça ici, c'est la petite partie, on l'a mis ici. Et en fait, dans la redevance, la personne dont paye la redevance, il y a la fraction locative et la fraction acquisitive qui vient nourrir tout ça. Et en fait, en vrai, c'est pas fléché. On va pas dire que avec la partie épargne, on va payer ça, ça, ça. Avec la partie loyer, on va payer ça, ça, ça. L'idée, c'est qu'on donne à la coopérative une somme et c'est elle qui va dispenser de cette somme pour faire face à toutes ces charges. Donc, on est dans un modèle qui est assez particulier,
qui n'est pas très commun dans sa logique. En fait, c'est pas une logique commune. C'est même pas la logique de la SCI. Parce que si vous connaissez la SCI, on n'est pas dans la logique de la SCI. On est vraiment dans une logique un peu à part. L'idée, c'est vraiment donner de l'argent, de la liquidité à la coopérative pour qu'elle puisse faire face à ses dépenses et pouvoir nourrir une trésorerie. Et l'idée, c'est, on va voir comment, lorsqu'on va gérer les entrées et sorties, le but, c'est que quand on rembourse les apports et on rembourse la partie épargne, on ne met pas à mal le projet collectif. Donc toute la pensée, ça va être entre ces deux pôles-là. Oui, je ne sais pas si on a été très clair au début sur la composition des groupes, on va revenir dessus juste après dans le déroulé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est une réunion de présentation. En fait, les gens vont pouvoir postuler au projet avec un groupe qu'ils vont eux-mêmes créer, auquel ils vont adhérer. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les personnes qui sont là qui doivent créer un groupe. Je pense que c'est important de dire qu'il faut, à un moment, il va falloir se revoir, décider avec qui on a envie de se lancer dans l'aventure et se retrouver autour un peu de valeurs et d'envie. C'est pas, va falloir que chacun se mette d'accord avec des gens avec qui ils vont jamais avoir l'occasion de discuter en amont. Donc toutes ces questions-là qui ne sont pas forcément claires pour l'instant, elles vont se répondre au fur et à mesure avec les gens que vous allez identifier, qui pour vous pourraient être compatibles pour s'engager dans une aventure comme ça. Une autre question sur la coopérative. Justement, Roxane a engagé le sujet. S'il y a plus de candidatures, ça peut. Il y a un problème de logement sur les lieux, donc il peut y avoir, ça peut intéresser. Sur quels critères vous allez définir C'est une excellente transition. Donc les impératifs qu'on a vus, c'était un quartier d'habitat à l'année, c'est ce dont on parle. On est parti pour une artificialisation minimum des sols et une rationalisation des espaces de stationnement. Ça, c'était un peu une base de départ sur nos réflexions. C'est-à-dire quand on parlait des stationnements, quand on voit le terrain, on se dit si on fait un micro-quartier et justement il faut faire autre chose que du lotissement, une des idées c'est de mettre le stationnement à l'entrée du terrain et qu'après en fait ça soit un terrain qui soit sans voiture ou sans moto à passer, et qui soit un endroit, un petit micro-quartier où s'il y a des enfants, des personnes âgées, qu'on soit vraiment en liberté, quoi. Donc il y a l'artificialisation minimum des sols. Bon, voilà, c'est que on part là-dessus. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à cette. Il faut qu'on réfléchisse tout le temps à l'artificialisation des sols. Donc, il faut optimiser cette artificialisation quand on veut créer de l'habitat. Définir l'artificialisation des sols. En gros, entre un projet qui dirait ben, nous on va bétonner 1500 m² et un projet qui va dire on va en bétonner 450, c'est sûr que ça peut aider à choisir entre deux groupes. C'est-à-dire qu'on a aussi envie de voir émerger. Ça dépend, c'est pour faire 12 logements d'un côté et 2 de l'autre. Ouais, et puis on a aussi envie de voir émerger des choses sur lesquelles nous on réfléchit beaucoup, qui sont par exemple, un truc tout bête, mais des terrasses en béton, il est peut-être temps que ça s'arrête, quoi. Ou en tout cas qu'on y réfléchisse à ça. Là c'est de l'artificialisation. On artificialise des fois 40-50 m², on y met du carrelage juste parce qu'on veut manger midi. Bon, ça, voilà, là, on est un peu là-dessus dans cette phrase-là. Si, peut-être ça. Ensuite, on avait donc privilégié. Alors là, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que on voit souvent dans les coopératives d'habitants ou dans tout ce qui est un peu participatif l'idée de la mixité intergénérationnelle et sociale. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas se dire, nous, on veut absolument, je sais pas, on pourrait dire, on veut absolument un quartier de seniors, par exemple, et on le construit pour la vie des seniors. Ce n'est pas le but de ce projet. Privilégier des constructions vertueuses pour l'environnement. Donc là, on sera assez sensible sur ce qu'on va construire. Après, on a bien conscience qu'à Lille-Dieu, le prix
la construction est un vrai frein à ça aussi, mais ne pas l'envisager, ne pas travailler sur ce concept-là, ça ce serait quand même dommage. Et privilégier alors la mutualisation des espaces et équipements. Donc là il y a des exemples, hein. C'est pas dire on veut absolument qu'il y ait un jardin. Par exemple un jardin partagé, une buanderie, salle commune, atelier de bricolage, de la chambre pour les invités. Tout ça, la mutualisation, c'est que ça correspond à l'état d'esprit de ce qu'est une coopérative d'habitants. Et en plus, de toute façon, ça correspond à une sorte d'obligation maintenant par rapport à ce que coûte un habitat à milieu. C'est-à-dire que si on ne réfléchit pas à ça, finalement, soit vous avez beaucoup d'argent et finalement vous allez pouvoir en acheter un terrain, faire la maison que vous voulez, soit sinon, si vous avez un budget limité et qu'il n'y a pas une mutualisation, on va retourner au point de départ qui fait que la coopérative, elle n'arrivera pas à se faire parce que la coopérative a des intérêts, c'est on a parlé des valeurs, mais un des autres intérêts, c'est de rendre l'habitat abordable. Et donc, si là on est sur les valeurs, mais on est aussi sur la possibilité, en tout cas à milieu, de le rendre abordable, un habitat de qualité que vous aurez dessiné, dans lesquels vous arriverez à avoir tout de qualité pour bien vivre en fait. Donc la mutualisation pour ça elle est importante. Est-ce qu'il y a des questions sur ça par rapport Oui, alors c'est un peu une sorte de critères entre guillemets qui peuvent aider, mais c'est volontairement vague pour l'instant parce que déjà l'appel à projet n'est pas encore publié. Et puis c'est quelque chose qui se construit aussi un petit peu avec les remarques qu'il peut y avoir, avec les habitants, avec parce que on est sur un projet volontairement flexible pour l'instant. Non, mais après, c'est vrai qu'il faudra vous... Enfin, si ça vous allez communiquer, si c'est un projet qui plaît, j'imagine qu'il n'y aura pas qu'une seule réunion, il y en aura d'autres. Enfin, qu'il n'y a pas que ces personnes-là qui n'auraient pas pu... Non, je sais pas. Enfin bon, bref. Ça peut plaire, il peut y avoir du monde. Et après, derrière, comment on répond ? Alors, Manu, on va dire, on va refaire, c'est une expérience, c'est une expérimentation, puis on va faire un copier-coller dans 1 an, 2 ans, ça ne déroule personne. Voilà, c'est l'option. Voilà. Et après, derrière, est-ce que c'est des personnes qui sont... je ne sais pas les critères, mais certainement qu'il y a un moment, vous allez vous poser la question. Est-ce que tu travailles à lieu ? Est-ce qu'il y a une urgence ? J'en sais rien. Il y a les valeurs, comme tu dis, qu'il faut intégrer le projet. Il y a ces critères, mais il y a aussi l'ambition qu'il faut garder bien en tête, justement, sur le fait de privilégier les personnes qui travaillent aussi sur l'île. Même si ce n'est pas forcément dit textuellement comme ça, mais ça sera stipulé comme dans l'appel. On est sur de la résidence principale. Oui. Déjà avec des résidents principaux. Déjà. Après, j'aime pas quand on dit, mais quand on dit les gens qui travaillent. Oui. Chômeur aussi, il a le droit de venir. Retraité aussi. Retraité aussi. Mais, non, parce qu'on entend beaucoup cette référence aux actifs, puis j'aime pas ça en fait. Bon, ça. Avec des enfants. Non, en tout cas, c'est les habitants à l'année. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est bien un critère. Ah oui, c'est un critère. Ah oui, non, mais c'est l'habitat de la résidence à l'année. C'est ce qui est marqué. C'est vraiment ça pour le coup, c'est le critère de l'ambition. L'ambition, elle est ouverte là-dessus, donc voilà. Et après, là, on parle de mixité intergénérationnelle, parce que je me retourne juste avec les communications. Je finis juste ça, puis je te passerai la parole. Mais tu as aussi des coopératives qui sont spécialisées sur le continent, les coopératives de seniors notamment, ça se fait pas mal. Ça va être pour recréer du logement adapté, notamment du plein-pied, éventuellement des logements PNR, ce genre de choses. Et ça peut aussi répondre à des enjeux du territoire, parce que quand même clairement, on va vers ça. Donc c'est vrai que les babayés et compagnie, c'est vraiment des coopératives comme ça. Sandrine, quand on connaît personne, et qu'on va voir si ça peut matcher. L'idée, c'est de constituer un groupe qui va partager des idées communes, qui va construire ensemble. Avant vraiment de se lancer, voir si on sent qu'il peut y avoir un potentiel. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de brainstorming, quelque chose, où on va se dire je suis intéressé, puis au bout de 4 réunions, on va se dire
C'est pas pour moi, comment ça se passe? C'est ce qu'on va vous présenter là, on va vous présenter les différentes étapes. Oui, c'est sûr. Puis il y a des dates qui sont déjà qualifiées pour cet été, pour la rentrée, pour pouvoir continuer à échanger. Je vous laisse. Juste une petite dernière chose sur quand on parlait des résidents principaux. Il y a souvent, quand on fait des projets, c'est sur la propriété qui sont un peu ciblés, on va dire mairie. On parle de primo-accédants. Là, pour le coup, ce n'est pas ouvert que aux primo-accédants. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde qui est en résident principal ici. C'est-à-dire que, par contre, une personne qui serait propriétaire de sa maison, qui a une petite maison par exemple, et puis finalement sa famille, il a une famille qui s'agrandit, ou il a envie d'une autre manière d'habiter, pourrait très bien dire, bon bah tiens, moi je postule, maintenant je pense que ces personnes-là, il faudra qu'on travaille ensemble pour voir comment on solutionne le devenir de leur habitat actuel. Parce que si c'est pour voir rentrer quelqu'un qui lui vend plein pot une maison à un résident secondaire, ça va un peu nous gêner, quoi. Par contre, trouver une solution avec ces personnes-là en disant peut-être que c'est une maison qui pourrait être récupérée par la mairie ou louée à l'année ou des choses comme ça. Le but de tout ça, finalement, c'est quand même de trouver des formes d'habitat à l'année qui restent des résidences principales tout le temps. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc maintenant, pour revenir sur le processus et l'articulation de ce procès, se dérouler, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est vraiment dans l'articulation à la fois d'un projet collectif et d'un projet immobilier qui reste donc un peu complexe. Mais encore une fois, c'est un projet qui va être encadré par la collectivité, accompagné par Alia et moi, Florence. Et c'est un projet qui sera sur 2 phases, donc en 2 temps, une phase d'émergence, on va dire une phase de préparation, et dans un second temps, une phase plutôt de conception, réalisation, avec une ambition d'un projet sur 3-4 ans. Donc on peut imaginer une livraison vers fin 2027 ou 2028. Donc cette étape clé, avec une phase de lancement qui commence donc dès ce soir jusqu'à mi-septembre, qui va vous permettre à la fois de réfléchir au sein de votre foyer, de revenir éventuellement vers nous. Il y aura des permanences qui seront mises en place pour répondre à vos questions éventuelles. La collectivité restera forcément à votre écoute. Et avant que vous puissiez rejoindre cette aventure qui démarrera, donc, comme je vous l'ai dit, mi-septembre, et par une soirée qui lancera un peu la deuxième étape, qui est l'étape de constitution du groupe, où là, jusqu'à décembre, on travaillera vraiment sur les fondamentaux du projet collectif, quelles sont les valeurs que va partager ce groupe, mais aussi quels sont les besoins aussi sur lesquels le groupe va mettre l'accent, à la fois les besoins individuels et collectifs, comment le groupe va s'organiser, comment va-t-il prendre ses décisions, comment va-t-il répartir les rôles, les tâches. Et puis, une fois qu'on va travailler sur l'identité du projet collectif, et que cette identité est écrite, on va embrayer sur l'étape de programmation qui va nous amener jusqu'à mi-avril à peu près à une rédaction d'un cahier des charges, c'est-à-dire les grands marqueurs architecturaux en fait, du projet collectif, qui va mettre l'accent à la fois sur ses besoins d'espace partagé, mais aussi vos besoins d'espace individuel, bien évidemment, sur le système constructif, sur la manière dont vous allez traiter tel ou tel sujet, et ça, c'est volontairement ouvert pour, peut-être choisir un projet qui réponde le mieux aux ambitions de la collectivité, et puis travailler
aussi sur la faisabilité économique et financière du projet. Tout ça figurera dans cette note d'intention globale qui fera un peu la synthèse à la fois de l'identité du projet collectif et à la fois les grands marqueurs du projet architectural. Ce dossier-là sera donc remis à la collectivité et à l'étape d'attribution. Donc la collectivité va prendre un certain temps pour analyser chacun des dossiers et chaque particularité du groupe avant de revenir vers tout le monde pour lancer la phase de conception et de réalisation qui pourrait démarrer à partir de juin 2025. Cette phase de conception, je dis bien co-conception, avec les habitants et avec la future équipe qui va nous accompagner, en plus de nous et de la collectivité, vous allez choisir une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte et tous les bureaux d'études qui vont aussi vous aider à concevoir votre lieu de vie. Ça prend un petit peu de temps jusqu'au dépôt du permis de construire. Et en même temps, travailler la matérialité de ce projet-là, c'est aussi pouvoir mettre l'accent sur la conception de la coopération d'habitants, aller démarcher aussi les banques, identifier les acteurs clés qui vont pouvoir réaliser au mieux votre projet. Donc on est vraiment dans une co-construction, encore une fois, qui va se faire avec tous les acteurs du territoire jusqu'au dépôt du permis de construire. Et puis pendant la phase chantier, continuer à travailler sur l'étape de gestion, à préparer ce vivre ensemble et en même temps la gestion du futur lieu de vie. Tout en suivant aussi le chantier. Jusqu'à la livraison qui est donc optimisée jusqu'à fin 2027 avec des logements qui seront évidemment livrés et dont vous serez évidemment maître d'ouvrage. Après cette phase de livraison, vous pourrez continuer à travailler la gestion de votre nouveau quartier et prendre vraiment pleinement, prendre complètement votre envol dans cette nouvelle manière d'habiter. Voilà, donc c'est vraiment très résumé, une phase, un déroulé à la fois itératif et incrémenté par ces 7 étapes clés autour de 2 phases. Et à la fois travailler sur le projet collectif, les aspects humains, mais aussi toute la matérialité du projet, qui sont la conception architecturale et le montage juridique et financier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Du coup, moi j'avais une question par rapport s'il y a par exemple 10 logements, est-ce que la coopérative doit inclure ces 10 logements? Ou peut y avoir par exemple 2 coopératives, il y en a qui veulent faire des maisons en bois, il y en a qui veulent faire des maisons en béton. Est-ce que ça peut se scinder ou du coup c'est lié au quartier? Il faut absolument que la coopérative regroupe la totalité du quartier. Alors, en fait, le quartier, déjà 10 logements pour une coopérative, c'est pas beaucoup. Hein. Okay. C'est-à-dire, en gros, ça reste une structure juridique qui a ses frais. Plus on va multiplier les structures juridiques, plus on a des frais. Plus ça veut dire que c'est la même. Si on a 2 coopératives, elles doivent aller chercher les banques. Donc en fait, plus on a une structure pour 10 logements, mieux c'est. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une partie qui est en béton et une partie en bois. C'est-à-dire ça, c'est des décisions qui peuvent des fois, ça peut être mixte. C'est-à-dire, encore une fois, le choix architectural n'est pas forcément complètement lié à la nature, que ce soit une seule coopérative ou pas. Le fait que, en fait, la seule chose qui fait, encore une fois, pourquoi c'est une seule coopérative, c'est le fait que le groupe s'entend sur toutes les décisions. Okay. Donc ils peuvent s'entendre tous sur le fait qu'on a des logements qui ne sont pas pareils. Ça, c'est possible, tout à fait possible. Donc
Donc voilà. Et ma deuxième question était le fait de quand la coopérative, quand c'est livré en fait, comment ça se passe pour le remboursement, parce que du coup les gens vont devoir vivre dans des logements à côté. Donc comment la coopérative, est-ce que la coopérative a un délai par rapport au paiement des loyers, ou il faut payer déjà le loyer pendant la construction? Ça, ce qu'on appelle souvent les frais intercalaires, généralement on négocie avec la banque pour que pendant le délai de chantier, la coopérative commence le remboursement. Le premier mois où les gens habitent, on envisage un délai assez lent pour qu'on commence les remboursements à ce moment-là. Ça, c'est des négociations avec la banque. J'ai peut-être pas tout compris sûrement, mais j'ai vu qu'il y a une sélection des projets. Il y a un stade juste avant ça allait, il y a une phase de sélection des projets, après sélection. Donc, sur quel critère se fait la sélection? Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est à quel stade est décidé le fait qu'il y ait 5 ou 12 ou 8 logements. Donc, l'application financière de chacun. Est-ce que j'ai entendu parler d'application financière de la mairie ou j'ai rêvé? Par exemple, l'accompagnement, il est pris en charge par nous. Donc, à quel stade c'est décidé la surface de construction, le nombre de logements? C'est qu'on ne peut pas tout. Par exemple, quand on dit 5 logements de 80 mètres carrés ou 5 logements de 60 mètres carrés, c'est pas la surface habitable. C'est la surface habitable. Le volume du bâti. En fait, on a une marge de manœuvre. Et encore une fois, il y a un truc que nous, on ne maîtrise pas, c'est le nombre de personnes qui vont être intéressées par ce projet. Si demain, vous êtes 80 sur l'île à être intéressés par ce projet, effectivement, on va travailler avec vous pour la formation peut-être de plusieurs groupes, et chaque groupe va présenter sa note d'intention. Et c'est effectivement la mairie qui va sélectionner un des groupes en vue des ambitions et des critères qui étaient présentés en amont. Par contre, si c'était les critères, les qualités recherchées, ça va être ça qu'on va peut-être encore préciser en septembre. Mais s'il n'y a qu'un seul groupe, le travail est encore différent. Donc là, c'est aussi une phase là pendant l'été qui nous permet aussi d'ajuster en fonction de l'intérêt que va susciter ce projet-là pour permettre, en septembre, on a dit qu'il y a vraiment une soirée de lancement. Du coup, là, on commence vraiment le travail. Ce jour-là, on sait à peu près il y a combien de personnes qui vont vraiment être intéressées. Et à ce moment-là, on va s'ajuster et on va vous donner plus de matière sur comment ça va s'orienter en fonction aussi de votre nombre, le nombre de personnes intéressées. Ouais, mais préalablement, c'est une question pour Roxane. Il y a combien de personnes qui sont potentiellement intéressées? Parce que si on dit un groupement, c'est une dizaine de foyers. C'est faire simple. Il y a combien de groupements potentiels identifiés aujourd'hui? Je ne peux pas répondre à cette question dans le sens où c'est pas à nous de définir qui va se mettre ensemble. Donc en fait, par rapport aux personnes potentiellement intéressées par ce type de projet, il va très bien y avoir peut-être 3 couples qui vont dire nous on a envie de monter un groupe ensemble et on a ce projet-là, et qui vont arriver avec un projet à 3 qui peut-être après va s'agrandir un peu, on ne sait pas. Et de l'autre côté, on va peut-être avoir 10 couples qui disent nous, on est partant pour postuler à 10. Et ça, c'est pas du tout à nous de faire quoi, de répartir les gens. C'est vraiment les gens, à un moment, il va y avoir un appel à projet, un document comme ça, qui va être téléchargeable sur le site de la mairie, et les gens pourront dire nous on postule et avec telle et telle personne, et ce sera une réponse à l'appel à projet qui représentera un groupe. Mais c'est hyper difficile à dire en avance, déjà parce que le terrain il est présenté ce soir. Donc il y a peut-être des gens qui vont dire moi ce terrain je m'y vois bien, puis voilà, puis 2200 mètres carrés, on peut imaginer avec un tel, où on se rencontre dans les réunions dont on parlera tout à l'heure, on discute, puis on voit que ça match et on est capable de se lancer dans l'aventure avec ce groupe-là. Mais c'est très frais là encore.
encore très très très. Par rapport à d'autres appels à projets qui sont par exemple, on connaît des appels à projets qui sont lancés dans les métropoles qu'on a pu accompagner, où c'est un promoteur qui porte le projet, que tout est à peu près cadré, on sait la surface qui va être construite, le profil des ménages, donc on peut vous communiquer, en fait, dans ces projets-là, on communique, les personnes postulent et on va sélectionner. Là, la volonté vraiment de la commune, c'est de faire ce projet avec les habitants et avec vos besoins. Du coup, c'est à la fois, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'aussi on a besoin de savoir, vous, c'est qui est intéressé, comment vous allez intéresser. Donc c'est plus souple, donc le projet peut s'orienter, ça peut être 5 logements, ça peut être 12 logements, donc c'est plus souple, mais par contre, il est quand même, il y a un minimum de cadre, notamment sur la question foncière, qui est l'une des questions les plus difficiles souvent dans ce type de projet. L'accompagnement aussi, il y a quand même des attendus qui sont, eux, la base de ça, donc les impondérables. C'est un cadre, mais qui est un cadre qui n'est pas figé. Donc c'est pour ça ce soir on ne peut pas répondre à toutes les questions aussi. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que l'objectif c'était de ne pas fermer le projet à quelqu'un. L'idée c'était que ce soit ouvert absolument à tout le monde. L'avantage de la coopérative d'habitants, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas cette notion de case, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous avez déjà été propriétaire à lieu, c'est pas grave, vous touchez 7 000 € à l'année, c'est pas grave. À l'inverse, vous n'avez pas d'apport en soi, c'est pas grave, même si c'est sûr qu'il faudra que le groupe dans son intégralité arrive quand même à convaincre la banque au moment de la création de la coopérative. Donc il faudra trouver des solutions, mais l'idée c'était de ne pas créer de pas mettre d'obstacles à l'accès à l'habitat pour les gens ici à Lille. Donc volontairement souple ce cadre-là. Et ça se crée avec les attentes en fait un petit peu des gens qui recherchent du logement, parce qu'en fait on n'a pas vraiment de photographie de ce que recherche, de ce qui est attendu comme type de logement, combien de personnes seraient intéressées par ce type de projet, qu'est-ce que vous avez besoin comme type d'habitat, est-ce que c'est plutôt des habitats de 50 mètres carrés, est-ce que c'est plutôt des habitats de 80 mètres carrés, est-ce que vous pouvez être mitoyen ou pas mitoyen. Donc en fait, une fois que toutes les questions comme ça auront été posées et que les gens auront commencé à y répondre, ça va nous aider aussi vachement à aider à cadrer un petit peu le projet. C'est aussi l'objectif de cette réunion d'information avant de lancer concrètement le projet, de sonder un peu quels sont les besoins. Jusque-là, on ne savait pas qui viendrait, si c'est des personnes qui ont déjà commencé à réfléchir à plusieurs, si c'est des personnes individuellement que ça intéresse, mais qui ne connaissent pas forcément d'autres personnes. L'idée, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Et là, ça nous permet de sonder un petit peu les différents profils. On a des petites fiches contacts qu'on va vous laisser à la fin pour justement avoir un peu d'informations sur les profils des personnes intéressées. Donc nous, on prépare aussi l'appel à projet avec une réunion de lancement en septembre pour calibrer au mieux aussi l'accompagnement qui va être mis en place. Ça va dépendre si on a différentes personnes qui se retrouvent en un groupe ou si on a 3-4 groupes, l'accompagnement ne sera pas le même non plus. Donc c'est aussi l'intérêt de cette réunion aujourd'hui. Tu parles des fiches contacts qui nous servent pour nous. Et par exemple, moi, il y a plein de personnes que je ne connais pas et pour autant, je ne peux pas me restreindre à habiter avec des personnes que je connais déjà et que je sais déjà d'avance qu'il peut y avoir une possibilité. Comment on peut savoir qui est intéressé, nous? Parce que, à part arrêter les gens dans la... Enfin, c'est vrai que ça va quand même assez vite sur les lieux, mais n'empêche qu'il y a plein de personnes déjà rien qu'ici que je ne connais pas. Là, la fiche contact, c'est plus nous pour avoir les coordonnées. Si vous êtes intéressé, il faut vous transmettre les informations sur l'avancement, les prochaines réunions, l'avancement du projet. Essayer de sonder un peu les différents profils, est-ce que c'est plus des personnes seules, des personnes avec enfants. C'est surtout ça, cette fiche contact pour nous, pour pouvoir vous recontacter. Et l'idée, c'est qu'on va y avoir, on va l'annoncer, il va y avoir une réunion en septembre de lancement où toutes les personnes qui sont intéressées vont revenir et ça va être l'objet de cette réunion, ça va déjà se rencontrer un peu entre ces différentes personnes pour pouvoir échanger et commencer à parler un petit peu plus précisément de la coopérative, des attentes de chacun. Et c'est lors notamment de cette première réunion, mais il y en aura d'autres
après que le projet va commencer à se créer, d'ailleurs des premiers échanges entre les différentes personnes qui sont là, que vous connaissiez ou pas, voilà, pour essayer de sonder un peu plus. Oui, puis moi je pense... Si on reprend là, il va y avoir déjà tout à l'heure, quand on aura fini, on peut discuter, boire un verre, discuter. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aussi parler entre vous, échanger et tout ça. Et puis il va y avoir deux petites réunions. C'est apéro. Ah, d'accord. C'est plus convivial. C'est marqué apéro. Au four à sang. Non, on va se tenir à votre disposition au four à sang. Les dates qui sont marquées là, on les rappellera. Si vous avez envie de venir, on va voir s'il y a d'autres gens qui viennent. Ou si vous avez des questions, ou si vous en avez parlé avec d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées et qui veulent venir en savoir un peu plus. L'idée, c'est de profiter peut-être de l'été pour maturer un petit peu le projet, identifier éventuellement des gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure avec vous. Enfin, voilà. Donc on a posé 2 dates de mardi en Vendée. Je sais qu'il y avait eu une enquête des enfants de tempête sur... vous avez dû faire ça, je crois, pour recenser à peu près les personnes qui cherchaient, qui étaient... non, vous n'aviez pas fait ça? On avait une quinzaine de personnes qui s'étaient signalées comme intéressées par la coopérative, mais c'était à la table ronde en novembre 2023. Ouais. Donc ça date un petit peu. Vous n'aviez pas fait une enquête je sais plus, non, vous n'avez pas? Non, mais je croyais. Qui vous aurait permis de dire si vous n'avez pas de logement, est-ce que vous êtes... Ah si, on a fait une grande enquête. Combien de personnes sur les lieux pouvaient potentiellement prétendre avoir un logement? Tu te rappelles plus? À l'époque, on avait 75 familles qui avaient répondu être en galère de logement, mais dans l'eau, c'est déjà ça date un peu, j'espère qu'ils ont trouvé. Il y en avait quand même 22 qui menaçaient de partir dans l'année, donc il y en a peut-être qui sont déjà partis. Mais voilà, c'est le vivier, je pense aussi, des personnes parce qu'à l'idée, ça avait bien fonctionné, c'est la carte. Mais effectivement, il y a des personnes qui ne seront pas du tout intéressées. Je sais que moi j'en ai parlé autour de moi, parce que les Ilets sont très attachés à leur petit territoire. Mais je pense que c'est l'avenir. Donc, on connaît, moi je sais que je connais des personnes qui potentiellement pourraient être intéressées. Faut pas hésiter à en parler autour de vous si vous connaissez que ça peut intéresser. Après, on ne roule pas sous les candidatures ce soir, donc de toute façon on aura un groupe de 3 personnes. Mais c'est vrai que cette phase de lancement, elle va durer justement jusqu'à septembre pour permettre de continuer un peu ce bouche à l'oreille et faire en sorte que cette manifestation d'intérêt, elle puisse vraiment éclore lors du temps de lancement un peu officiel. Mi-septembre, qui sera aussi un temps dédié à l'interconnaissance. Parce que, évidemment, c'est compliqué là de constituer un groupe tout de suite maintenant à terminer la réunion, c'est évident. On se rassure sur l'engagement des gens parce que. Ça, c'est une question. Alors là, voilà, parce que. Mais ça aboutisse. Mais là-dessus, c'est drôle. Hier soir, à Nantes, il y avait une projection d'un documentaire qui est fait sur un projet d'habitat participatif à Rennes. Et il montre le temps long du groupe et comment l'engagement, même s'ils ont avancé ensemble, ils ont fait aboutir leur projet. Mais tout au long, il y avait des départs et d'autres personnes qui sont arrivées. Ça, c'est le propre d'un groupe. C'est rare qu'un groupe qui ne vit pas ça. Donc, le temps de l'engagement, c'est... En fait, il va y avoir des moments clés que souvent on voit, des moments où il va y avoir des départs, etc. Mais il y a d'autres personnes qui arriveront. Donc, on ne peut pas dire... Alors après, je voudrais quand même relativiser parce que c'est vrai que le projet qu'on a diffusé sur Nantes avait son histoire. Ici, il y a quand même une ambition d'un projet sécurisé par la collectivité, accompagné par nous, jalonné avec des étapes.
qui seront clairement identifiés et on essaiera, je pense, collectivement en fait, de gager de la réussite au fur et à mesure de l'avancement du projet pour pas mettre, de perdre le moins de monde possible et de faire en sorte que ce soit une belle aventure constructive pour chacun, quoi. Et puis c'est pas comme si on avait 15 000 autres solutions de logement sous ça. Quelle serait l'orientation ? Mais c'est juste l'engagement. À un moment, il va y avoir un engagement financier. C'est-à-dire, à un moment, il faut ramener de l'argent pour construire. Ça, c'est le moment d'un engagement fort. Celui-là, il n'arrive pas tout de suite, mais il y a un engagement avant un engagement quelque part moral au moment où on va s'investir dans un groupe. En fait, plus le groupe va maturer, plus on va se sentir vraiment lié au groupe et à notre place et on va s'investir dans ce projet-là. Donc, mais l'engagement financier, lui, il n'est pas, tout de suite. Non, mais c'est pas ça, mais on ne sait pas ce que la vie réserve. Bien sûr. Et on se lance dans un projet où on est avec des personnes. Donc on veut évaluer aussi un petit peu l'impact qu'on a et comment ça se passe après si on veut se faire remplacer. Ça, imagine, moi, je sais pas. On ne peut pas savoir, quelqu'un doit partir, c'est à lui de trouver quelqu'un pour le remplacer. Il y a une cooptation. C'est une cooptation. Alors, ça dépend des projets. C'est des choses qu'on travaille justement pour construire l'identité d'un collectif. Ça fait partie des éléments de structuration d'un collectif, de savoir comment demain va se passer les entrées et les sorties du projet. Parce que voilà, c'est un organe vivant finalement, le groupe. Et il faut pouvoir l'anticiper. Donc certains groupes peuvent mettre des règles de cooptation, d'autres au contraire, dans leur philosophie même de projet, c'est d'accueillir le plus grand nombre possible sans mettre de critères d'entrée. Mais comme vous parlez de valeur. Oui, mais c'est la valeur, ça peut être, on veut être ouvert. Et voilà, on dit que la vie, on choisit, il y en a, leur valeur, c'est qu'on ne choisit pas nos voisins, mais on choisit d'apprendre à coopérer ensemble. Ça, c'est une valeur des groupes, donc nous... Puis même si on a des valeurs, si on ne sait pas de quoi il fait demain, Mais après, il y a d'autres groupes où la cooptation, ça met 6 mois avec plein. En fait, ça, c'est aussi le choix de chaque groupe. Nous, on peut juste accompagner que la manière d'intégrer du nouveau soit la plus proche de l'envie collective. Ça, mais nous, on ne va pas vous dire comment vous allez ni choisir vos voisins, ni comment, en cas de sortie ou d'entrée, comment ça va se faire. Il y a une charte, il y a quelque chose. Oui, tout ça, ce sont des choses qui font partie des enjeux humains qu'on va vous accompagner à travailler. Et encore une fois, en tant qu'accompagnatrice, on sera tiers non décisionnel, on sera simplement là pour être garant d'un processus et on viendra avec une méthodologie et des outils pour faciliter la mise en mots, l'expression, et faire en sorte qu'il y ait une fluidité en fait dans le groupe, quoi. Et on ramène aussi l'expérience de d'autres collectifs qu'on a accompagnés, des connaissances, des points de vigilance. C'est ce que j'allais dire. En mode attention, ça d'autres l'ont fait. C'est intéressant d'échanger avec des coopératives qui sont en train de se monter ou qui sont déjà montées. Parce qu'en fait, le champ des possibles est tellement vaste que ça peut faire peur. Alors, tout de suite, on peut vous dire, pour les plus motivés, vous pouvez aller à Rennes cet été. Du 3 au 7 juillet, il y a les rencontres nationales de l'habitat participatif. Là, il va y avoir plein de groupes d'habitat participatif en général, mais aussi beaucoup de coopératives. Il va y avoir des ateliers de toutes sortes, et notamment, voilà. Et là, c'est le moment vraiment pour échanger, pour rencontrer d'autres projets, voir les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est un moment très important. Et visiter des projets, rencontrer des groupes. Juste pour répondre à Christopher sur ce point-là, on a une coopérative copine, c'est Casanoé, qui a fait Bretagne, qui est venue en fait présenter la table ronde en novembre 2023, la toute première fois qu'on a parlé de ça. Ils sont venus, on est invités avec plaisir les personnes qui ont envie de voir comment ça marche à aller chez eux. Ils sont absolument adorables.
Et ils viennent aux insulaires chaque année, donc ils sont rencontrables aussi. Et ils peuvent répondre aux questions éventuellement. Enfin, voilà. Ils ont dit déjà, n'hésitez pas s'il y a besoin de témoignages. Après De aussi. la même façon, je voudrais relayer une information de la part d'une coopérative que je connais bien qui s'appelle le Précommun, que Alia connaît aussi. C'est à la montagne, donc en Nantes Métropole, à peu près à une dizaine de kilomètres de Nantes. C'est à 1 heure de Florentine, donc c'est pas loin. C'est un projet qui peut avoir des points communs avec celui-ci. C'est un tissu pavillonnaire périurbain. Ils ont un terrain constructible à peu près de même taille, pour 2000-2500 mètres carrés. Il y a 12 logements. Et les objectifs sont un peu les mêmes, quoi. Mixité intergénérationnelle, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des espaces communs, il y a des espaces agricoles aussi, ils cultivent, il y a un atelier partagé. Et ils sont tout à fait ouverts à des visites, à des portes ouvertes. Ils existent depuis le temps emménagé il y a à peu près 4 ans. Donc ils ont déjà pas mal de recul, ils sont déjà dans la phase de gestion, avec d'autres questions qui se posent, de fonctionnement, de gestion. Ils sont complètement ouverts à vous accueillir, à y répondre, à visiter et répondre à toutes vos questions. Est-ce que, comment la mairie, est-ce qu'il y a un suivi? Parce qu'une fois que ça va, on va dire 2027-2028, ça y est, c'est parti. Est-ce qu'il y a un suivi? Comment la mairie se désengage ou reste engagée, parce qu'en plus c'est son foncier, si on imagine qu'il y a un moment, il y a un problème? Comment ça se résout? Est-ce que... Quelle sorte de problème? Ou, je sais pas, la communauté d'un coup s'entend pas, je sais pas. Est-ce que, comment, à un moment, est-ce qu'il y a toujours une veille? Je sais pas, comment ça se passe? Pas du tout. Une fois que c'est lancé, ça y est, c'est... Le terrain reste toujours communal, donc dans ce sens-là, la commune a toujours, en tout cas à un moment donné, à l'issue du bail, il faut voir les termes du bail, mais en tout cas, elle est engagée de ce niveau-là. Après, en termes de vie de collectif, de coopérative, de la gestion coopérative, normalement, la commune n'a pas à s'immiscer. En fait, elle est plutôt à encadrer le démarrage de ce projet-là, et après... en fait, nous, on a quand même l'enjeu de rendre le groupe autonome, et donc lui donner tous les outils et les éléments pour qu'il puisse résoudre et faire face aux difficultés de la vie, quoi. Après, on ne peut pas tout anticiper, hein, c'est comme tout. Voilà. Et c'est là aussi, pour répondre aussi à la question, il y a un mouvement des coopératives d'habitants qui s'appelle la BICOP, c'est la fédération, où les Précommuns et Casanoë font partie de cette fédération. Dans cette fédération, il y a des temps, notamment un temps mensuel qui est, lui, il est très technique, lié au juridique et financier, mais en tout cas, c'est des moments de rencontre par visio entre différents projets pour se nourrir des expériences des uns, des unes, des autres, notamment sur les questions essentiellement juridiques financières. Et ça crée aussi des ponts de rencontre. Donc, par exemple, il suffit à un moment, vous allez sur un projet coopératif qui vous intéresse, même s'il est en Ardèche, vous prenez le téléphone, vous les contactez, c'est bon, vous pouvez aller les visiter, les rencontrer, avoir un lien. Donc, il y a vraiment, c'est un réseau. Ça ne va pas être en dehors de ce réseau-là. Et le réseau, l'habitat coopératif, c'est de l'habitat participatif, donc ça fait partie du grand mouvement Habitat Participatif France. Et là, c'est pareil, il y a des groupes de travail dédiés qui sont à différents échelons. Ça peut être à l'échelon national, à l'échelon régional, et puis parfois il y a des plateformes locales. Nous, à l'Écohabitant, on a cette double casquette aussi où on peut être animateur, justement, faire le lien avec le réseau Habitat Participatif. Et encore une fois, voilà, vous ne serez pas seul en tant que futur groupe face à vos difficultés. L'idée, c'est de pouvoir partager un maximum de questionnements et essayer